de footballeur professionnel à recruteur en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui accompagné de Nathalie Will, fondatrice de l'école Antonia. Salut Nathalie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ouais, bien installé, tout va bien ? Tout va bien, une belle journée, ensoleillée. Et ouais, on a la Donc, chance ça d'être à Montpellier, ici, chez toi, dans l'école Antonia. Tu es la fondatrice, hein, mais ça, on va y revenir, ça, sur cette belle école. Pour lancer l'épisode, je pose toujours cette question à mes invités. Au démarrage de ta carrière professionnelle, imaginais-tu une seule seconde être fondatrice de l'école Antonia ? Absolument pas. C'était absolument pas imaginable, pensable, possible, vu les études que j'avais faites au départ. Donc non, j'imaginais pas du tout. Ah, c'est intéressant. Alors, par quoi as-tu commencé ? Quelles études ? Alors tout de suite, après le bac, j'étais intéressée par les études de droit, Ouais. parce que je voulais être juge pour enfants. Ok. Et donc quand j'ai... C'était précis, très tôt. Oui, Ouais. voilà. Pour Ouais. moi, le lien dans ma vie, je savais que c'était les enfants. Ok. C'était, je sentais que c'était une vie dédiée aux enfants, et donc c'était juge pour enfants, les protéger. Et puis finalement, pour faire mes études, j'ai été obligée de travailler parce que voilà, on était nombreuses dans notre famille, et donc j'ai travaillé en crèche. Et je me suis dit, mais quel meilleur apprentissage que de travailler en crèche pour mieux connaître les enfants, pour ensuite pouvoir les protéger. Ok. Donc en fait, j'ai fait mes études de droit, mais en même temps, j'ai fait ça. Et puis j'étais aussi animatrice l'été en colonie. Donc il y a toujours eu les deux. Ok. Et au moment de la maîtrise, pour des raisons familiales, amoureuses, je suis partie à Paris. Et donc j'ai arrêté mes études de droit en maîtrise. Ok. Et j'ai passé le concours d'instit. Ah, t'as complètement bifurqué à ce moment-là. Ouais, et j'ai passé le concours d'instit, et ça a été la révolution dans la famille. Ah Mais bon, comment tu as fait des études comme ça et tu arrêtes pour devenir instit? Donc c'était, mais tant pis, j'ai quand même continué ça. Donc j'ai fait ces études Mais d'instit. qu'est-ce qui t'a fait prendre ce choix de quitter le juridique ? Ben parce que je peux pas dire, je sais pas. Je travaillais dans une association comme bénévole, une association de lutte contre le sida à l'époque. Et puis, je sais pas, je trouvais que c'était, ça résonnait pas autant. D'accord. Et puis le boulot en crèche que j'avais fait auparavant, et puis être animatrice en colo. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas instit? Ça correspondait aussi au moment où j'allais avoir moi-même des enfants. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas instit? Donc j'ai passé le concours, et je l'ai eu. J'imaginais pas. Et donc, j'imaginais pas parce que c'était pas du tout prévisible pour moi d'être instit. Et tu as l'air de sous-entendre que ta famille a été surprise de ce choix ? Oui, bien sûr. Ah ouais ? Pour quelle raison ? Parce que ça correspondait pas aux ambitions qu'ils avaient pour moi. D'accord. L'ambition qu'ils avaient pour moi, c'était plus noble, j'imagine. Et pour moi, non, c'était ça. Donc finalement, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait 1 an d'instit, mais ça a été hyper douloureux, cette formation d'instit, parce que je me suis rendu compte qu'on demandait aux enfants des concepts, des choses, sans qu'ils en aient compris le sens. Par exemple, je me suis retrouvée dans le premier stage en CP, et il fallait que j'apprenne à lire aux enfants alors qu'ils n'avaient aucune notion de ce qu'était une lettre, ce qu'était un son, ce qu'était la différence entre les lettres et les chiffres. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Donc ça a été vraiment... et je pense que ça a été un choc, vraiment. Je me suis dit, waouh, comment apprendre aux enfants de façon cohérente ? Parce que là, on était juste dans la performance en CP de devoir apprendre à lire sans donner aux enfants les clés de la lecture, le secret de la lecture. Donc, j'ai fait 1 an de formation d'instit. Et puis, la vie a fait que j'attendais mon premier enfant, et on a décidé de revenir vivre à Montpellier. Et là, j'ai repris mes études de droit. D'accord, ok. Donc, j'ai repris mes études de droit. Pour quelle raison, là, tu reprends les études de droit ?
Parce que je me suis dit, finalement, un stit, et si la famille avait raison, c'est incohérent. Je trouvais pas ça intéressant. Alors, pas la relation avec les enfants, mais le système. Le système, en tout cas. Le système, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, j'ai fait du droit, surtout aussi droit politique, les libertés individuelles, les libertés politiques collectives. Et je me suis dit, mais ça correspond. En fait, il y avait un décalage, il y avait une dissonance, ça correspondait pas. Donc, j'ai repris le droit. Je me suis inscrite en DEA et en droit administratif. Et puis ensuite, je me suis inscrite en thèse. D'accord. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat qui portait sur la loi des associations loi 1901. D'accord. Mais entre-temps, on est parti vivre au Vietnam. Ok. On est parti vivre au Vietnam et donc à l'époque j'avais 2 enfants et quand on est allé vivre au Vietnam, ma mère a ouvert une crèche là-bas au Vietnam. Pourquoi ce Parce que mon mari était vietnamien. Mon premier mari était vietnamien. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs vietnamiens dans toute l'école, en fait. Ah, d'accord, je me demandais, ok. Et mes enfants, mes 3 enfants de mon premier mari sont vietnamiens. Donc, on est allé vivre au Vietnam. Ma mère a ouvert la première crèche française à Ho Chi Minh. Et attends, là, tu pars avec ton mari. Oui. Mais ta mère aussi. Elle vient aussi, on part en famille. D'accord, ok. On part en famille. Excellent. Et on part avec Laurie aussi, que vous allez voir. On part tous en famille. Et donc, c'était une expérience extraordinaire. Elle ouvre cette crèche. Et moi, comme j'avais fait une formation d'instit à l'école française à l'époque, ils ont toujours besoin d'instit. C'est un métier où il y a beaucoup de turnover, et surtout à l'étranger. Et donc, ils étaient très intéressés par mon profil. Et donc, je me suis retrouvée en CP à remplacer une maîtresse qui était au Vietnam, qui était en congé maternité. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ma mère, avec la crèche qu'elle a ouverte, les parents qui mettaient leurs enfants dans la crèche ont dit à ma mère, waouh, mais pourquoi les enfants qu'on a mis à la crèche, on ne créerait pas une école pour ces enfants-là? Et pourquoi c'est pas Nathalie qui s'occuperait de mettre en place l'école? Donc voilà pourquoi je n'aurais jamais pensé, moi, faire une école. Ah oui. Et voilà pourquoi ça s'est fait. En fait, ça a été la rencontre de parents en Asie qui préféraient mettre les enfants dans une crèche pour payer dans une crèche alors qu'ils avaient des nounous gratuites à la maison, dans l'intérêt des enfants. Et ça a été pareil pour l'école en disant, waouh, mais ce qu'elle fait Nathalie, c'est super intéressant. Parce que forcément, d'avoir appris par l'école comment être instit et en même temps d'avoir repris mes études de droit, ça m'a permis au niveau cognitif de pouvoir penser une nouvelle façon d'apprendre. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ces études de droit à un haut niveau, peut-être que je n'aurais pas eu la capacité de pouvoir penser une autre façon de penser une pédagogie. D'accord. En faisant ta thèse, en tout cas, ça t'a permis d'avoir une méthode. Bien sûr. En tout cas, d'articuler ta pensée pour justement peut-être créer une future formation. Absolument. Alors au départ, je ne le savais pas. Mais en fait, d'avoir été en thèse, ça m'a ouvert, si tu veux, les voies pour pouvoir accéder à la possibilité de créer une nouvelle pédagogie. Parce que c'est pas facile de créer une nouvelle pédagogie. Et puis, si on veut créer une pédagogie, il faut être solide au niveau des concepts, il faut être solide au niveau de ce que l'on veut faire passer comme message. Donc, la pédagogie du sens est née de la rencontre, de la dissonance entre des études d'enseignants et des études de droit, et des deux a fait que sur le terrain, j'ai pu mettre en place cette pédagogie. Parce que toi, quand effectivement tu as cette opportunité finalement qui s'offre à toi au Vietnam, tu as déjà dans l'idée, tout de suite dès le départ, de créer quelque chose de nouveau en termes de pédagogie? Alors, c'était pas formulé de façon aussi consciente, mais si tu veux, je me suis dit, mais quelle opportunité en fait de pouvoir tester autre chose. Donc, au départ, c'était vraiment une très forte intuition. Et j'ai été guidée par cette intuition de me dire, ben voilà, en plus c'était les mêmes enfants. C'était des enfants de CP. Et donc, tu vois, de structurer les cours, les apprentissages, leur donner des clés de la compréhension, et je revenais. Et donc, si tu veux, la pédagogie du sens, elle est née de façon informelle à ce moment-là. D'accord. On était dans les années 98, tu vois. Oui, d'accord. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, l'école est née au Vietnam. Ah oui, parce que là, du coup, ça, tu fais ça pendant combien de temps? Donc ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi à l'école française de Ho Chi Minh. D'accord. Et après, on a créé la première école Antonia au Vietnam. Et donc, la pédagogie du sens a pu se mettre en place peu à peu. Et donc, le premier projet
Alors, pour ceux qui vont écouter ce podcast ou nous regarder sur la chaîne YouTube, effectivement, quand tu dis est née la pédagogie du sens, c'est la pédagogie aujourd'hui que tu appliques, mais on va y revenir ici au sein de l'école Antonia où nous sommes en ce moment même. Dès le départ, tu crées cette formation, tu l'appelles, tu la nommes pédagogie. Non, justement, non, voilà. C'est ce que j'allais dire en fait. Le premier, parce que dans cette pédagogie, il y a chaque année un thème annuel. Mais à l'époque, je ne savais pas que chaque année, il y aurait un thème annuel. Enfin, si tu veux, ça s'est fait comme ça. Et le premier thème que j'ai mis en place, c'était l'homme et les 5 sens. D'accord. C'était le premier thème. Donc déjà, il n'y avait pas le mot pédagogie du sens, mais c'était la première chose. Donc, est-ce que j'ai décidé ou pas? Mais en tout cas, ça a été soufflé comme ça. Et ça, c'est la magie, je trouve, de nos destinées, en fait. Et oui, non, je ne savais pas encore que c'était la pédagogie du sens, parce qu'il a fallu du temps pour créer tous les parcours, depuis la toute petite section, moyenne section, grande section, et la construction, elle s'est faite sur le terrain. Parce que l'école que vous ouvrez au Vietnam, c'est tout de suite, c'est quoi? C'est l'école primaire, globalement? C'est toutes les classes? C'est l'école maternelle. École maternelle. Et après, primaire. Après, c'est monté crescendo. Ouais, d'accord. Et après, primaire. Donc, combien de classes au départ? Ça s'est fait comme ici, en fait, comme à Montpellier, peu à peu, une classe après l'autre. Ah oui, d'accord. Et après, on a ouvert toutes les classes, au fur et à mesure. Et donc là, au fur et à mesure, toi, tu expérimentes finalement. Alors oui, j'expérimente. J'ai fait la toute petite section, moyenne section, grande section. Et au fur et à mesure, je crée les fiches qui sont encore quelques-unes qu'on a encore maintenant. Ouais. Je crée les fiches et je crée la progression. Je crée tout au fur et à mesure sur le terrain, en observant les enfants, en observant le retour des parents, en observant le retour de mes assistantes qui étaient vietnamiennes à l'époque et qui ont été fabuleuses. Et donc, je crée toute cette pédagogie avec aussi une amie à moi qui est devenue une amie, qui était orthophoniste et avec laquelle on a vraiment bâti cet apprentissage de la lecture dès 3 ans et en 3 ans. Donc, c'est avec elle qu'on a essayé vraiment de construire pas à pas pour que les enfants puissent éviter d'avoir des troubles de la lecture. Donc, si tu veux, la lecture, elle s'est construite de façon très, à la fois progressive et très intelligente dans le développement des enfants, en prenant conscience des difficultés, des troubles qui pouvaient apparaître, sachant que les troubles ne sont pas liés simplement de façon mécanique. Il y a des enfants qui ont aussi des troubles de l'apprentissage. Mais si tu veux, dans notre façon de construire la pédagogie, on a essayé au maximum de mettre l'éclairage sur tout ce qu'il y avait, en complexité. D'accord. En quelques mots, alors déjà, ça justement, l'école, ça dure combien de temps, cette expérience? Au Vietnam, une dizaine, 12 ans. 12 ans peut-être. L'école, d'accord. 12 ans, ouais. Tu vas la manager pendant une douzaine d'années à peu près. Alors, c'est ma mère qui s'occupait du management. Moi, j'étais vraiment la directrice pédagogique. Moi, j'étais à fond dans la créativité, dans la création. J'avais mes enfants qui étaient tout petits, donc souvent, je les voyais le dimanche. Et puis, je créais mes fiches souvent le dimanche en voyant mes filles jouer. J'entendais ce qu'elles disaient. Paf, je rajoutais des trucs. C'était juste extraordinaire. Ça a été une période magnifique. Mais j'étais libre de le faire. J'étais libre parce que j'avais que ça à faire. Ouais. Et il n'y avait pas d'autres modèles j'imagine que si tu l'avais fait en France, tu aurais peut-être... J'aurais été influencée. Là, il n'y avait rien. Rien. Au Vietnam, il n'y avait rien. Et à l'époque, c'était le début d'Internet. Il fallait se connecter avec les modems. Tu sais, les modems qui faisaient Donc, il n'y avait rien. Alors, encore pire au Vietnam. Donc... Il fallait être super ingénieux, il fallait vraiment tout créer. Quand je rentrais l'été, je ramenais quelques livres, mais à l'époque, c'était pas à foison comme il y a maintenant. Donc, et tant mieux que ça a été dans ce contexte-là, parce que ça a permis une richesse incroyable. Incroyable. Du coup, de cette dizaine d'années, née, là on peut venir la pédagogie du sens. Oui, un été, je rentre en France et je découvre un livre d'Edgar Morin. Oui. Et là, je me dis, waouh, mais ce qu'il dit, mais on le fait véritablement. Et là, ça a été un cap. Et là, je me suis dit, ok, donc là, maintenant, il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives sur la pédagogie du sens. Il faut que maintenant, tu poses les choses. C'est-à-dire que tu l'as testé, tu as expérimenté, ça marche, c'est roule. Mais maintenant, il faut que tu écrives. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez Edgar Morin? Ce qui m'a touchée, c'est sa façon de présenter le monde dans sa complexité et de l'expliquer par la complexité. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je lisais une personne qui me parlait de ce que j'étais, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi on me l'a jamais dit
que la complexité, ça existait et que c'est vrai. Parce que j'ai grandi dans le système public, je suis une enfant de l'école de la République, et j'ai grandi dans cette pensée rationnelle, binaire, éclairée par le siècle des Lumières. En droit, bien sûr, c'était les combats de tous les hommes et les femmes pour les libertés. Donc, moi, j'étais vraiment nourrie et pétrie de ça. J'étais de guerrière par rapport à ça. Et vraiment, ouais, l'école publique, c'était ce qu'il faut et tout ça. Et en fait, je rencontre la pensée d'Edgar Morin en livre. Et il faut savoir que j'étais au Vietnam, donc c'est coupé de tout. Je pouvais même pas aller me renseigner sur qui il était. Je lis juste le livre. Je savais même pas qui il était ni rien. Et là, je me dis, il parle de moi en fait. C'est moi. Il me parle à moi quoi. Et là, oui, voilà, tout a changé. Et en fait, ce que j'avais appris et qui est un enracinement, et qui fait partie de mes conditionnements d'ailleurs. Et bien là, tout s'est déplacé, tout a bougé. Et je me suis dit, ah ouais, mais il y a certes une autre façon d'apprendre, mais il y a une autre façon d'être, parce qu'on comprend le monde autrement. C'est ça qu'il faut que je transmette aux enfants. Il faut que je transmette aux enfants qu'ils sont des êtres de complexité, des êtres complexes, et qu'ils pensent en complexité dans un monde complexe. Et c'est qu'en ayant conscience de ça, qu'ils trouveront mieux leur place dans le monde, pour ne plus le subir. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé au tout début. Et donc ensuite... Et ça, tu rentres en France, du coup? Ouais, alors ensuite, je me suis séparée de mon premier mari, en très bon terme d'ailleurs, on est très, très proches, et j'ai rencontré mon deuxième mari, et avec lui, effectivement, qui est un intellectuel, ça a été, ouais, c'est toujours un mariage à la fois de cœur et d'idées, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup nourri de nos lectures, de nos réflexions, et ça a été extraordinaire, et donc nous avons décidé de rentrer en France. D'accord. Parce que pour mes enfants, il était temps aussi de rentrer en France. Je ne voulais pas qu'ils vivent dans un monde qui était illusoire, celui de l'expatriation. Donc on décide de rentrer en France. Mais mon mari et moi, nous avons eu un petit garçon. Et donc en rentrant en France, je me dis, waouh, c'est super injuste parce que ses frères et sœurs ont bénéficié de cette école et de cet élan, de cette innovation pédagogique. Et lui, parce qu'il est le petit dernier, après 13 ans d'écart avec son frère aîné, il n'aura pas la chance d'avoir cette école. Donc, quand nous avons décidé de rentrer en France, je suis allée voir mes copines, qui sont Isabelle et Christelle. D'accord. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez si on fait une école? Ok. Et donc là, tu rentres à Montpellier. Ouais. Oui, c'est parce que mon mari travaillait à Montpellier. Et là, foudre de ma famille, j'étais accusée de tous les maux, de traîtresse et tout ça, parce que je quittais le Vietnam et j'allais faire une autre école avec mes copines et non plus avec la famille, mais avec mes copines. Donc ça a été un combat, mais ça a été un combat intéressant. Parce que ça m'a permis de pouvoir effectivement faire cette école avec mes amis. Et c'est encore aujourd'hui une des plus belles expériences de ma vie. Je fais une petite digression sur ta famille, parce que tu en parlais dès le départ avec ta formation dans le juridique. Là, tu le réexprimes. Il a fallu s'émanciper fort, dis donc, de ta famille. C'est vrai. On est dans une famille qui fonctionne en clan, qui est très forte, qui est avec des femmes très puissantes, une lignée de femmes qui a beaucoup agi pour les enfants. Pour nous, les enfants ne sont jamais un problème. Ils font partie de nos vies. Donc oui, une lignée très forte. Et je crois que moi, ma place, c'était de dire, ok, vous avez fait vos choix, maintenant il est temps de faire les miens. Mais je crois que j'ai pu faire cette rébellion parce qu'elles m'ont donné la possibilité de la faire aussi. D'accord. Donc j'ai décidé de partir. Et quand on est parti ici faire l'école, on a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Là, juste, on est en quelle année quand tu... Quand on revient, on est en 2007. 2007. Okay. T'es à Montpellier. Et Théodore né en 2007, on reste encore un an au Vietnam, et en 2008, je dis à mes copines, qu'est-ce que vous en pensez, on fait une école? Et elles disent, oui, on fait une école. Et donc, l'association de l'école internationale Antonia est née en avril 2008. D'accord, ok. Voilà. Là, on décide, et puis l'école a ouvert en septembre 2009. Et donc là, ce lancement est basé sur 10 ans d'expérimentation au Vietnam. Oui. Ta capacité à modéliser se met en place via les travaux d'Edgar Morin, et j'entends également participation d'idées, en tout cas avec ton deuxième mari. Avec mon époux, avec mon mari, et ça c'était chouette, et c'est toujours chouette, mais c'est vrai que oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi je suis une des fondatrices de l'école, je suis la fondatrice de la pédagogie du sens, mais je ne suis rien toute seule.
C'est juste la rencontre en complexité de toutes les personnes qui sont venues et qui ont permis que cette école résonne encore maintenant. Donc moi, je porte cette mission, mais derrière, il y a tous les gens qui sont avec et qui y suivent. Donc c'est une grande aventure, en fait. C'est une aventure humaine. Et quand vous lancez l'école, justement, vous ouvrez combien de classes? Ça se passe comment? Alors, on ouvre une toute petite classe. Ils sont 5 enfants. Ok, ouais. On est dans une toute petite maison à Fontcouverte. C'est septembre 2009. Et le téléphone ne sonne jamais. Et on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi le téléphone ne sonne jamais? Mais c'est normal. Et on nous avait mis en garde en disant, oui, vous arrivez en France, dans un pays où l'école est gratuite. Nous, une école privée hors contrat, il n'y en a pas besoin. Et puis en plus, vous êtes 3 copines. Vous allez vous disputer. Les affaires et les amis, ça va jamais ensemble. Donc on a eu beaucoup d'éléments très négatifs. Pareil pour l'administration. Il fallait faire un changement de destination parce que c'était une maison qu'on transformait en école. Donc on a bataillé pour transformer cette maison en école. C'est ce que c'est devenu. On a eu les voisins aussi qui ont dit waouh, une école dans une maison, mais qu'est-ce que c'est? C'est une secte. Donc il a fallu batailler. On a bataillé avec tout le monde, mais on était tellement convaincus de ce projet, de la place qu'il avait dans la société, qu'on a été portés en fait, à la fois par notre amitié très très forte, à la fois par nos maris qui ont été très présents puisque elles sont toutes les 2 mariées et donc on était nous 3 et nos 3 maris aussi qui nous ont beaucoup aidés. D'accord. Et puis ces 5 enfants et puis au fur et à mesure, l'école a grandi et puis nous on est resté bénévoles jusqu'en 2012, Isabelle aussi, on était bénévoles et encore à ce jour Christelle qui est la trésorière de l'école est toujours bénévole parce qu'en fait ce qui nous a porté c'était ce message de créer une école qui permette aux enfants d'être ce qu'ils sont et de pouvoir réaliser leurs rêves dans l'intérêt le leur, des autres mais aussi de l'environnement. Donc c'est ça qui nous intéressait. C'est ça, on peut définir la pédagogie du sens. Donc la pédagogie que tu as créée, finalement, on est en donnant l'opportunité à des enfants de mieux s'appréhender pour qu'ils s'appréhendent mieux avec les autres et dans tout type d'environnement. Oui, c'est ça. Absolument, c'est une pédagogie de la relation, de la qualité de la relation à soi, aux autres et à l'environnement. Alors quand je dis l'environnement, c'est la relation aux animaux, aux végétaux, à l'air, à l'eau, à la terre. C'est vraiment tout ce contexte agissant qui nous permet d'être ce que nous sommes. D'accord. Et quelle est, j'ai envie de te poser la question, quelle est pour toi la différence du coup à ce moment-là entre enfin déjà, est-ce que le message est compris? Est-ce que les premiers parents comprennent ce que toi tu veux apporter? Parce que ça devait pas forcément faire écho face à un système déjà en place ici en France. Autant au Vietnam, il n'y avait rien, donc voilà. Mais quelles ont été finalement les premières réactions? 2 types. Alors, il y avait des parents qui, comme moi, quand j'ai découvert Edgar Morin, arrivaient dans cette école, disaient « Waouh, enfin, une école dont j'aurais rêvé quand j'étais enfant. » Donc, qui venaient dans cette école réparer leurs propres blessures d'enfant. Donc, eux, tout de suite, et c'est des parents que l'on a encore à l'école, tout de suite, eux, ils se sont sentis engagés. Ils se sont retrouvés. En fait, pour eux, ça a été leur école et ça. Et donc, ce sont les premiers parents de la classe de Théodore. Donc, eux, ils sont toujours là. C'est les parents locomotives. Mais s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là non plus parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de confiance à l'école et à leurs enfants. Oui, et on reprécise, même si tu l'as dit, effectivement, finalement, le premier élève de l'école, c'est Théodore. C'est ton fils. Ici, à Montpellier, oui, c'est Théodore. Ouais. Sans Théodore, il n'y aurait pas eu l'école. C'est pourquoi ça tient à rien en fait. C'est pour ça quand on voit l'école, on dit waouh, on la voit maintenant telle qu'elle est. Mais en fait, c'est lié à tellement de. C'est pour ça que c'est la pédagogie de la relation, parce que cette école, elle est liée à tellement de relations avec tellement de personnes. Et c'est pour ça que maintenant, elle a sa propre existence parce qu'elle vit de toutes ces relations. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est né, c'est presque organique. C'est organique. C'est pas juste un établissement avec 4 murs, une institution qu'on a créée et mis des gens dedans. C'est les gens qui ont créé le modèle. Exactement. Et c'est l'inverse. Et donc, je reviens sur ce que tu disais. Oui. Mais est-ce que les gens ont compris? Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Parce que ceux qui utilisent l'école comme étant une institution habituelle qu'ils ont dans leur conditionnement, ils se trompent. Et ils ne trouvent pas ici ce qu'ils cherchent.
S'il cherche un mode d'école qui serait à la fois autoritaire, qui serait carré, mais dans le sens borné, qui ne tient pas compte, ils sont malheureux ici. D'accord. Mais ceux qui sont à l'inverse, qui ont cet esprit de liberté, de curiosité, donc ceux-là, ils comprennent en fait. Mais ta question, elle est pertinente parce que ça a été l'histoire de ma vie, mais pourquoi ils ne comprennent pas ? Pourquoi ils ne comprennent pas cette possibilité ? Et encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse en fait, je ne sais pas. Mais pour répondre à cette question, j'ai écrit 3 livres, j'ai fait un centre de formation. Nous organisons des masterclass, nous organisons des workshops avec les parents pour qu'ils puissent comprendre. Parce que maintenant, on peut se former à la pédagogie du sens, même si on est extérieur à l'école. Absolument, oui. On a des parents qui se sont formés, qui ont. Oui, à l'époque, on a aussi monté un DU, donc il y a des parents qui se sont formés au DU. Et maintenant aussi, on a ce centre de formation, donc tous les mercredis ici, on reçoit des personnes. Il y a des parents qui viennent aussi se former à la pédagogie du sens. C'est marrant, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça fait écho aussi quand je t'écoute à mon histoire, parce que donc moi j'ai grandi forcément avec l'école traditionnelle. En tout cas, mes parents n'avaient pas connaissance de type d'école, en tout cas de l'école Antonia, ce type d'école. Ce type de pédagogie, et c'est vrai que moi j'ai pas toujours été je me suis pas forcément senti très bien dans ce type d'école. J'avais pas forcément j'y mets maintenant des mots d'adulte, mais une méthode pour 30 élèves sans finalement essayer de trouver une singularité ou une capacité d'adaptation pour chaque élève. C'était un peu très étonnant pour moi. En tout cas, je le vivais pas très bien. Ceux qui arrivaient à suivre la méthode, c'était très bien pour eux. Mais des élèves comme moi, qui aurait peut-être fallu s'y prendre différemment, ça marchait clairement moins bien. Et c'est bizarre parce que j'avais un autre pendant. Parce que pour le coup, à l'école, je n'étais pas forcément un mauvais élève d'ailleurs, mais je le vivais émotionnellement pas très bien. Et j'avais un pendant qui était le sport, parce que je suis un ancien sportif de haut niveau, où là, je voyais bien que c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour le coup, dans le sport, je voyais bien que mes entraîneurs ne faisaient pas une méthode pour l'ensemble de l'équipe, mais s'adaptaient à chaque joueur. Donc je faisais un parallèle presque évident dès le plus jeune âge que je ne retrouvais pas dans l'éducation. Je trouvais ça... même haut comme 3 pommes, très très bizarre en fait. Et j'ai l'impression que toi, c'est ce que t'as voulu offrir en tout cas à l'école en tout cas. Oui, c'est cette quête de sens. Et cette quête de sens, elle passe par ce qu'on dit dans la pédagogie du sens, par les 3 sens. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour nous, ici à l'école, c'est que les enfants puissent accéder très tôt à cette compréhension que l'on comprend le monde avec ses sens, puisque nous sommes des êtres physiques, sensoriels, et c'est ces sens qui nous donnent des informations sur le monde qui nous entoure, même si c'est peut-être des informations qui peuvent être erronées, mais en tout cas, c'est les seuls moyens que nous avons de pouvoir être en contact. Donc le premier, c'est vraiment le sens sensoriel. Et ensuite, c'était le sens signification. Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'apprendre ? Mais ma signification n'est peut-être pas la même que la tienne. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu vois le soleil d'aujourd'hui, pour toi, ce soleil, peut-être, il est merveilleux parce que tu n'habites pas depuis toujours à Montpellier et que, waouh, au mois de novembre, le soleil. Pour moi, je me dis, ah ouais, ce soleil, il est super, mais en même temps, c'est un soleil qui est froid parce que, voilà, et moi, il me rend quand même un peu frileuse. Donc, tu vois, pourtant, c'est le même soleil. Donc, on n'a pas la même signification voilà. Donc, possibilité pour les enfants de pouvoir entendre et donner un signifiant qui soit différent aux choses. Et puis après, c'était la direction, dans le sens direction. Donc, pourquoi je vais apprendre et qu'est-ce que ça va me donner comme direction ? Ou ce que je vais avoir compris comme sens, comme signification, va m'amener. Donc en fait, quand on construit ici une séquence d'apprentissage, on la construit toujours en utilisant les 3 sens pour que chacun puisse se retrouver. C'est ça aussi, apprendre aux enfants la singularité. Parce que quand moi, je vais entendre des choses dans une séance, d'autres auront besoin de la toucher, d'autres auront besoin au contraire, de la sentir et de la ressentir. Donc, on a toujours dans nos séances d'apprentissage des phases de manipulation.
où on a besoin que chacun... Et puis, les enfants sont très surpris de dire « Waouh, mais toi, tu as eu besoin de toucher, moi non. Ah, mais moi, j'ai même pas eu besoin. J'avais même pas besoin d'utiliser mes sens, puisque ma raison était déjà en avance et déjà, je savais ce qu'il fallait faire. » Mais c'est OK. Ah, donc toi, tu n'as pas besoin d'essence, mais tu passes directement à la signification. Mais ta signification est-elle la même que celles qui sont passées par l'essence? Ouais, je vois. Alors, ça permet aux enfants, tu vois, dans une séquence d'apprentissage, d'ouvrir pas seulement ce que eux apprennent, mais ce que les autres apprennent. Ouais, et donc ça, c'est intéressant. Et sur le nombre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, sur le nombre, parce qu'il y a plein de personnes qui disent, oui, mais bon, la pédagogie du sens, c'est bien, mais par classe, vous n'êtes pas nombreux. Ouais, mais quand même, il y a, depuis que l'école existe, je ne sais plus combien d'enfants sont passés. Et là, à l'école, il y a 200 enfants qui y sont cette année, et les 200 enfants apprennent selon la pédagogie du sens. Ouais, et ils apprennent, certes, dans des classes qui sont à taille humaine, mais ils apprennent aussi en classe sans limite d'âge. Donc il y a plein de moments où les classes sont rebougées, remodifiées, ils sont pas toujours dans la même configuration, parce que dans la vie, on n'est pas toujours qu'avec les mêmes personnes. Quand on va dans un tram, on n'est pas toujours avec les mêmes personnes qui sont dans le tram. Si, il y en a parfois les mêmes, mais parfois d'autres qui sont pas les mêmes, et on est obligé d'interagir. Donc ce qu'on fait et ce qu'on voudrait faire de plus en plus, c'est essayer de sortir de cet enfermement des classes pour que les enfants puissent aller de plus en plus vivre des expériences d'apprentissage aussi avec d'autres personnes, en ayant des fondamentaux qui sont ceux de l'éducation nationale, parce qu'on vit dans ce pays, il ne faut pas que les enfants soient décalés, mais que ce qu'on leur propose véritablement, c'est qu'ils puissent, au niveau des expériences, être enrichis d'une façon multiple. Et c'est comme ça qu'ils se découvrent. Quand tu dis multiple aussi, tu fais référence à multiples intelligences? Oui. Ah. Exactement, merci de me le dire, parce que la pédagogie du sens fonctionne avec 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la reconnaissance des intelligences multiples. Nous, on pense que tous les enfants ont du talent, sont doués. On pense que tous les enfants ont plusieurs intelligences, et ces intelligences, pour nous, elles doivent être mises en éveil. C'est ça que l'on fait ici. Donc on travaille autant les maths que le français, mais autant la relation à la nature, la relation à la vie et à la mort. On travaille sur le sport, l'aspect kinesthésique. Vraiment, donc pour nous, il y a ces 11 intelligences multiples, et les enfants ont une fois par an, une semaine où ils travaillent sur leur intelligence multiple. Et ils apprennent à chaque séance de savoir quelle intelligence on a déployée dans la séquence. Ça permet aux enfants de mieux se connaître. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est un projet... Pardon. Je te coupe, mais effectivement, très intéressant, parce qu'effectivement, pour mieux se connaître, bien sûr, autant savoir effectivement sur quel type d'intelligence, moi, enfant, je suis le meilleur, pour pouvoir me faciliter l'apprentissage in fine, finalement. Oui, et puis quel champ dans lequel je suis le moins à l'aise. Et c'est la raison pour laquelle ici, de plus en plus, on travaille en interdisciplinarité, c'est-à-dire que sur une séquence, on va faire, dans une séquence de maths, on va faire aussi et du français, et de l'anglais, et de l'histoire, et de la conjugaison, pour que les enfants comprennent que les disciplines, elles sont interconnectées, en fait, et que c'est très artificiel de fragmenter le savoir, et de faire, quand on fait des maths, on fait que des maths, quand on fait du sport, on fait que du sport. En fait, nous, de plus en plus, on mêle plusieurs disciplines, et ça permet aux enfants, en fonction de leurs intelligences qui sont plus ou moins fortes ou altérées, de pouvoir compenser. Et donc, de moins en moins, on a des enfants qui vont dire moi, je suis nul en sport ou je suis nul en maths, parce que ça n'a aucun sens en vrai. Mais si en même temps, on fait d'autres matières, ouais, tu vois, là, on a besoin de compter pour pouvoir mieux faire de la musique. Mais là aussi, on a besoin, quand on fait du sport, de le mettre aussi en appliquant le français, parce que regarde les consignes, tiens, regarde le temps que j'utilise. Donc, ça permet vraiment à chacun de se retrouver dans les disciplines. Et ça, c'est un apprentissage qui est hyper difficile, parce que les parents sont issus d'un système où c'était très fragmenté. Et donc, quand ils font des comptes en disant « oui, mais il n'y a pas... » mais si, en fait, ils en font tout le temps. Et quand on fait des classes hors des murs de l'école, ou quand on fait tout ça, mais pour les parents, ils ont l'impression juste qu'on fait une sortie. Mais en vrai, non. Ouais. C'est encore plus riche. Ouais, je comprends. Ok. Donc voilà, mais ça fait partie des choses que certains parents ne comprennent pas et qu'il faut expliquer encore et encore et encore. Oui, ça permet, pour revenir effectivement sur le côté, ça permet à l'enfant de mieux connaître les intelligences sur lesquelles il est le plus à l'aise, et également sur lesquelles il est moins à l'aise. Donc zone de confort, zone d'inconfort. Mais est-ce que derrière ça aussi, ça permet peut-être à l'enfant, dis-moi si je me trompe, de mieux le communiquer. Il n'y a pas de honte ou de gêne à dire je suis inconfortable sur telle zone,
parce que le fond de ma pensée est sous-entendu. Aujourd'hui, moi, j'ai une société de recrutement, donc je vois bien des gens plus seniors. Et en tout cas, c'est un peu de cette manière-là que fonctionne le monde de l'entreprise, où dès le plus jeune âge, et ça se poursuit dans le monde de l'entreprise du coup, de ne surtout pas parler de ces zones d'inconfort. Sinon, attention, dans la talent review annuelle, je vais me faire taper sur les doigts. Il faut surtout se montrer sur son meilleur jour. Mais du coup, on n'exprime pas qui on est. On montre une espèce de montrer une espèce de mise en scène de soi-même pour justement continuer à évoluer dans un écosystème. Mais du coup, on s'en oublie presque soi-même. Oui, puis ça va même encore plus loin, on se prive de talent. Parce que quand on fonctionne comme ça, en disant je suis bon dans ce domaine et je suis moins bon dans ce domaine, mais je vais montrer mon meilleur domaine, en fait, là aussi, on est de façon binaire. Mais en pensée complexe, on ne pense pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels on est plus à l'aise, des domaines dans lesquels on est moins à l'aise. Et en dialogie, on a besoin des deux. Et ce qui est intéressant quand on est un être humain qui pense en complexité, c'est ce qui se passe dans l'écart. Et dans l'écart, c'est là que sont tous les talents. Le talent, il n'est pas là où on excelle. C'est un don, ok. Et là où on est moins bon, c'est pas une fatalité. Le talent, il est dans l'entre-deux. Et c'est ce qu'on explique. Il est dans l'entre-deux, pas dans l'équilibre. Il est dans la possibilité d'aller de l'un à l'autre. Si tu veux, tu vois, il n'est pas dans l'équilibre, il est dans ça. Et dans la pensée complexe, c'est ce qu'on appelle la dialogie, on a besoin de l'un et l'autre. Et c'est ce qui nous permet de sortir complètement de cette idée de performance et de meilleure acceptation de soi. Parce que si j'accepte qu'il y a des jours où je peux être au meilleur de ma forme, mais il y a des jours où je suis au moins bon dans ma forme, il n'en reste pas moins que je suis les deux. Et que peut-être dans cette journée-là, je vais être plus près de là. Ou peut-être cette journée-là, je vais être plus près de là. Mais c'est OK parce que je suis toujours la même personne. Mais c'est OK, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Je me permets de rebondir dessus parce que là, pour le coup, ça me refait une écho à mon passé de sportif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont écouter ce podcast, je suis ancien sportif de haut niveau et j'ai depuis maintenant fait une reconversion dans le monde du recrutement. Donc, je suis diplômé d'école de commerce en France et université aux États-Unis. Ça fait 15 ans que je suis dans le recrutement et j'ai une société dans le recrutement aujourd'hui. Ce parallèle pour moi entre zone de confort et d'inconfort que tu viens d'exprimer, pour moi il est très intéressant parce que ça je l'ai connu dans le sport. Pour le coup, chacun de mes entraîneurs était très habile et je ne l'ai pas retrouvé très naturellement à l'école ou en entreprise, où effectivement, aux yeux de tous, on connaissait les zones de confort et d'inconfort de nos collègues et de soi. Et il programmait les séances d'entraînement pour qu'on passe clairement, je dirais, dans la semaine 70% de notre temps dans notre zone de confort, pour presque prendre des petits cailloux positifs pour continuer à évoluer, et 30% de restant de la semaine, on le passait clairement dans notre zone d'inconfort, pour justement se servir presque de s'appuyer du temps passé en termes de collecte de positif de la semaine sur notre zone de confort, pour être mieux dans la zone d'inconfort et la travailler. Mais effectivement, c'était pas soit l'un ou l'autre, c'est l'un qui venait soutenir l'autre et qui formait cette balance, oui. Et qui finalement m'ont permis un jour, parce que je suis droitier, j'étais footballeur professionnel, permis de jouer un jour du pied gauche comme je joue du pied droit. Mais c'était effectivement cette balance en permanence, dû à un programme, effectivement, que je retrouve dans ce que tu dis, que les entraîneurs processaient finalement, ces temps passés entre zone de confort et d'inconfort. Pardon, j'ai peut-être été un peu long. Non, mais c'est parce que c'est du bon sens. C'est tout simplement du bon sens. Ça me paraît du bon sens quand tu le dis, mais pourquoi je ne l'ai pas retrouvé dans l'école C'est la question que je te pose. Ah bah, Et c'est la raison pour laquelle cette école existe. Cette école, elle existe pour cette raison. C'est pour montrer qu'en fait, il y a une possibilité autre d'être et d'apprendre. Et quand on apprend dans cette liberté, parce que pour moi, c'est de la liberté, de dire que c'est OK, qu'on peut être les deux, eh ben, ça permet aux évaluations de sortir juste de la notation et de la performance. Parce que, en vrai, l'évaluation, c'est quelle valeur je vais donner à ce que j'apprends.
quelle valeur je vais retirer. Si on voit que dans l'évaluation, il n'y a rien, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de valeur donnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça remet en cause à la fois ce qui s'est passé chez l'enseignant et chez l'enfant. C'est la rencontre. Or, dans notre système, quand ça va pas, c'est toujours la faute ou de l'un ou de l'autre. Mais non, elle est toujours dans la rencontre, dans la relation. Et quand on vient, quand parfois j'ai des parents qui viennent en rendez-vous pour dire oui, la maîtresse elle a fait ci, elle a fait ça, ou l'instit qui va dire oui, l'enfant il a fait ça. Moi je dis toujours, quelle est la relation entre vous ? Ah, travailler sur la relation. Une fois que vous aurez travaillé sur la relation, revenez. Mais ça, je ne peux pas le dire en rendez-vous aux parents parce qu'ils sont conditionnés. Ils attendent de moi que je dise à la maîtresse « Ouh, tu n'as pas fait ton travail ». Alors que je sais qu'elle a fait son travail. Mais que l'enfant ne l'a pas reçu dans la signification comme elle aurait voulu le donner. D'accord. Mais est-ce que je fais un cours de pédagogie du sens aux parents ? Non. Donc, si tu veux, c'est toujours là à moi... entre les deux, de dire, OK, là, il va falloir qu'on agisse. Donc, souvent, je donne aux parents une réponse qu'ils attendent et je vais agir avec les enseignants en formation sur la façon dont on travaille et avec les enfants sur la façon dont eux aussi, ils ont la responsabilité de pouvoir interpeller l'enseignant quand ils n'ont pas compris. Ou machin. Et alors, souvent, les parents me disent, oui, mais il n'ose pas. S'il n'ose pas, c'est que, alors nous encore, il faut qu'on travaille sur la possibilité de pouvoir lui donner la parole de dire. Ouais, donc tu vois, c'est complètement, complètement différent. Ouais, mais c'est fou et c'est fort ce que tu as insufflé, effectivement, comme une école comme Antonia, où effectivement, toi, tu as une approche multiple, complexe, enfin, tu prends en considération les travaux de Edgar Morin de la complexité, dans un monde ou une société presque qui continue à se polariser. Absolument. À se fragmenter, à se segmenter. Ouais. C'est pas évident comme projet. On est à contre-courant et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, cette école, elle est née avec tout le courant de la pensée complexe d'Edgar Morin, mais aussi Cynthia Fleury, sur tout ce qui est le travail sur l'individuation, sur le care, mais aussi Jacques Salomé, sur la qualité de la relation, mais aussi Clément Rosset, sur la perception du réel, mais aussi Damasio, sur la façon dont on est aussi à la fois ancré, mais aussi cette liberté de pouvoir être à un moment donné furtif. Si tu veux, cette école, elle a attrapé dans notre époque des auteurs contemporains tout ce qui existe et tout ce qui est là, mais qui reste encore de façon très théorique. Alors que je pense qu'à notre époque, on a besoin de le mettre en pratique pour que, effectivement, cette façon de fonctionner puisse être appliquée au plus grand nombre des enfants. Ouais. Mais je pense que c'est l'histoire de la pensée complexe, parce que depuis Héraclite, cette pensée existe et elle a toujours été minoritaire. Mais pourquoi est-elle minoritaire ? Parce que c'est une pensée qui permet aux enfants et aux personnes qui y vivent d'être libres. Et on n'aime pas trop que les gens soient libres, ça dérange. Et je pense que notre école, d'une certaine façon, elle résiste chaque année. Et Dieu sait comment c'est difficile chaque année, parce que effectivement, tu l'as dit, le mot est fort, mais c'est vrai, elle se fracasse contre ce monde de l'argent, elle se fracasse contre les incohérences. Mais quand même, depuis 16 ans, elle est toujours là, et chaque année, on se dit, mais est-ce que cette école va encore exister ? Et je me dis chaque année, on verra. Si elle doit exister, c'est qu'elle a, oui, et c'est un combat de chaque année, et c'est pour ça que c'est devenu cette école c'est une mission de vie. Mais en même temps, je me dis, tous les enfants qui sont passés dans cette école, quoi qu'il arrive, il y a des petites graines qui ont été semées. Et ça, c'est sympa, qu'il y ait ces petites graines. À travers, je finis sur les 3 piliers qu'on a abordés tout à l'heure. Je trouve que c'est important pour ce podcast. Effectivement, il y a les intelligences multiples que les enfants apprennent. Un projet annuel chaque année qui permet aux enfants de pouvoir se construire en cohérence. Cette année, notre thème, c'est l'énergie et la synergie. Comment, dans toutes les énergies qu'il y a autour de nous, si on arrive à les capter, on peut les mettre et faire une synergie. Peut-être que c'est ce qui se verra encore l'école pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Chaque année, c'est un nouveau thème qui met en mouvement tous les enfants, les parents et les enseignants. Et le 3e pilier, c'est le bilinguisme, parce que pour nous, c'est important que les enfants puissent apprendre à penser dans une autre langue. Donc, on a choisi l'anglais parce que c'est la langue qui domine, mais on aurait pu choisir une toute autre langue. Ça n'a presque aucune importance. On aurait pu choisir le vietnamien, ou on aurait pu choisir l'espagnol. On a choisi ce qui est... parce qu'on est quand même en résonance avec le monde dans lequel on vit. On n'est pas en dehors de ce monde-là. Et il ne faut pas être en dehors de ce monde-là. Eh bien, là, on apprend aux enfants à penser dans l'écart. Excuse-moi, mais ça,
ça n'aurait peut-être pas de sens finalement. Oui, non, simplement. Aucun sens. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit au sein de ce monde et qu'on utilise les registres, et les rapports, les symboles et les combats qu'il y a dans ce monde. C'est super important qu'on soit là. C'est pour ça qu'Edgar Morin dit toujours que oui, notre école, elle est comme une oasis. Et c'est vrai ça résonne on est comme une oasis, mais en même temps, une oasis qui résiste. Et donc et c'est ce qu'on transmet aux enfants, ce sens de l'engagement. Et donc oui, pour revenir sur le bilinguisme, c'est vraiment pour que les enfants puissent comprendre, dans ce que je disais tout à l'heure sur les 3 sens, que les mots façonnent notre réel et que quand on utilise un mot ou une structure de phrase en français et que l'on utilise à peu près la même en anglais, on se rend compte que ça coïncide pas vraiment, mais que dans l'écart, là aussi on va pouvoir exercer sa liberté de penser. Et que peut-être parfois on a besoin d'un mot en anglais ou un mot en français ou un mot dans toute autre chose pour pouvoir être au plus près de ce que l'on a envie de dire et de transmettre. Parce que c'est ça, le problème chez nous les humains, c'est de n'avoir jamais le mot exact pour dire vraiment ce qui se passe en nous. Donc c'est ça, cette possibilité qui est offerte aux enfants. Et alors, quand on voit école internationale, on pense que oui, il faut apprendre l'anglais, waouh, mais on n'est pas dans la performance, on est dans la compréhension. Et quand à un moment donné, je vais utiliser un mot dans une autre langue, tiens, waouh, il résonne, pourquoi plutôt ce mot que l'un autre. Et si je mets les deux, waouh, mais ça renforce mon idée. Donc c'est ça vraiment que l'on cherche ici avec les enfants. Cette possibilité d'apprendre à penser entre les langues et du coup d'apprendre les 2 langues. Ouais. Donc c'est un vrai bénéfice pour tout. Pour conclure peut-être cet épisode, je conclus toujours de cette manière. Est-ce que après toutes ces péripéties, ce combat que tu mènes depuis de nombreuses années, est-ce que tu changerais quelque chose ? Oh ouais, j'aimerais avoir plus d'argent pour pouvoir être tranquille et pouvoir continuer à accompagner les enfants le plus possible. Ouais. La seule chose que j'aimerais changer, c'est le pouvoir de l'argent qu'on n'a jamais eu. Et alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est ce qui nous a permis d'être super créatifs, super agiles, super adaptables, on fait des trucs incroyables avec tellement peu d'argent. Mais cette vulnérabilité financière est coûteuse en énergie. Ouais. Et je trouve que l'école, elle mériterait d'être un laboratoire sociétal. Et à ce titre-là, elle mériterait d'avoir pas beaucoup d'argent, juste la possibilité d'être à l'équilibre et de continuer à avancer et accueillir les enfants qui ont besoin d'être là. De se concentrer sur la pédagogie, sur les enfants, Ouais, et puis d'accueillir, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être dans cette école, il y a beaucoup, et en fait, on ne peut pas les accueillir parce qu'il faut payer l'école, et ça, je trouve que c'est... Ouais, s'il y avait des choses à changer, c'est cette question de l'argent qui est une contrainte. Ce que tu sous-entends, effectivement, il y aurait peut-être des enfants qui devraient être accueillis, mais c'est le prix de l'école qui est un frein pour eux. Oui. Enfin, en tout cas pour les parents. Oui, et du coup, c'est un frein aussi pour pouvoir financer tout ce qui est financé. Je trouve que le problème de l'argent corrompt le projet magnifique de cette école où l'on propose à l'humanité une autre façon d'apprendre, d'être, de construire sa vie. Et je vois mes enfants qui ont grandi dans cette pédagogie, ce sont des adultes qui sont juste incroyables parce qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire en liberté. On peut peut-être d'ailleurs terminer là-dessus parce que il est à l'origine de la création de cette école, ton fils. Aujourd'hui, il est astrophysicien, c'est ça ? Alors oui, mon premier fils, parce que j'ai 4 enfants, mon premier est astrophysicien, ouais. Pardon, okay. Et il est aussi boulanger dans ces moments où il aime le plus. Et il est un poète exceptionnel aussi, et c'est un être qui est complexe. Et s'il n'avait pas grandi dans cette pédagogie, je ne sais pas s'il aurait pu développer tous ses talents. Pareil pour mes filles, qui ont de multiples talents et qui maintenant sont des femmes à la hauteur de ce qu'elles sont, avec ce goût aussi du combat et ces graines qui sont posées en elles. Et Théodore, le dernier, qui est là, qui passe son bac cette année, sans lequel l'école ne serait pas là. L'astrophysicien Gauthier, c'est l'aîné. Ouais, d'accord. Gauthier, c'est l'aîné. Et Théodore, qui est toujours en études, pardon. Qui finit cette année, qui finit son bac cette année. Et donc, avec lui, la chance d'avoir construit une école de la maternelle, de la TPS, des 2 ans, jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Et donc, c'est pour ça que tous les enfants qui sont là mériteraient d'aller jusqu'au bout.
Donc on va encore se battre l'année prochaine pour que l'école existe. Mais la chance d'avoir des parents incroyables qui sont là, des enfants magnifiques. Et sans eux, l'école n'existerait pas. Donc encore une fois, cette école, c'est toutes les relations qu'il y a autour d'elle. C'est elle. Je pense que c'est un très joli mot de fin. Merci beaucoup Nathalie. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode, en tout cas cet épisode d'Hors Normes. Je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.